à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Alors, comme chaque semaine, vous le savez, nous faisons une émission avec Bruno Lallemand, tranche de vie. Et aujourd'hui, Bruno, comment vas-tu? Je vais très bien, et toi-même? Moi, je suis stressé, je suis complètement stressé. Ah, tout arrive, c'est fantastique, c'est terrible, mais ça me stresse. On va faire une émission sur le stress, justement, ça tombe bien. Le stress, Bruno, ça vient de quoi? C'est une. Alors bon, c'est bien connu maintenant, le stress est clairement identifié, c'est une réaction de survie. En réalité, ce sont des. Comment dire, pour le faire assez simple, c'est une mobilisation de toutes nos énergies physiques et psychiques pour donner une réponse à une situation. Mais la réponse n'est pas forcément adéquate. Donc on va voir justement dans cette émission, je pense que ça va permettre de faire la part des choses, que les gens comprennent justement pourquoi ils sont stressés. Alors on verra aussi, il y a souvent beaucoup de choses qui sont dites sur le stress positif, le stress négatif, etc. Ouais. On verra qu'il y a beaucoup d'idées fausses là-dessus. Et parce que dans tous les cas, le stress use nos fonctions physiologiques et psychologiques aussi. Donc, même un stress positif, on va voir, ça entraîne de la fatigue. D'accord. Ça entraîne de la fatigue, ça entraîne de l'usure. Donc, même si les gens se sentent, ont le sentiment d'avoir un stress positif, par exemple, quand on est pris par une passion, on est vraiment passionné par ce qu'on fait, etc. Mais même dans cette passion, on sent qu'on est tendu, notre corps est soumis à des tensions très importantes. Donc ça entraîne vraiment un épuisement. Donc il faut faire très attention, même quand on est pris par une passion. Moi je connais plein de gens d'ailleurs qui étaient pris dans leur passion, puis qu'un jour on fait un burn-out parce qu'ils arrêtaient de s'écouter, ils n'écoutaient pas, ils n'écoutaient plus les informations que leur donnait leur corps pour leur dire j'en peux plus, je suis fatigué. Calme-toi, ouais, c'est ça. Voilà. C'est bien ce que tu dis, parce que justement, tu parlais de stress positif et négatif. Moi, actuellement, je vis un stress avec la radio, avec tout ce qui se passe, tout ce lancement, etc., qui est plutôt théoriquement positif. Mais ce que tu me dis, il y a quand même un côté négatif. Ben oui, parce que à un moment, on commence à se rendre compte il y a des désordres, les désordres qui sont liés au stress, justement, on se sent désorganisé, on a du mal à se concentrer, on a l'esprit qui part dans tous les sens, et c'est ce que l'excitation, même positive, encore une fois, je le répète, entraîne. C'est qu'à un moment, on est tellement excité, il y a une espèce d'excitation qui fait on perd complètement le contrôle, on gère plus les choses de façon correcte. C'est important de se rendre compte qu'il s'agit de rester, j'ai envie de dire, le mot qui me vient le plus juste, c'est être approprié, c'est-à-dire avoir un comportement adapté à la situation. Quand on est dans l'excitation, justement, on n'a plus forcément un comportement approprié. Et il y a cette espèce d'erreur dans notre culture qui fait que on pense que il faut être stressé pour être efficace. Ouais. Alors que c'est le contraire, on fait beaucoup d'erreurs, même dans le stress positif, justement par défaut d'inattention, on commet beaucoup d'erreurs. Et le stress, c'est très invalidant parce qu'on est obligé en plus de récupérer ses erreurs. Et comme on doit récupérer ses erreurs, on stresse encore plus. On stresse de Ouais. stresser. Ouais, je connais la situation, ouais, c'est pas agréable. Oui. Non, il faut vraiment rester, comme on dit, rester zen, retrouver son calme, se poser. Alors, pour essayer de simplifier, j'aurais préparé un espèce de schéma, mais il y a ce qu'on appelle les stresseurs. Les stresseurs, c'est les situations qui sont source de stress, des situations extérieures qui sont multiples. Et ce stresseur, bon, imaginons par exemple, je ne sais pas, le stresseur, ça peut être un bruit, ça peut être un événement, ça peut être une situation, et ça va réveiller une réaction. Et cette réaction va être plus ou moins importante selon les individus. Ok. Donc face à une même situation, on aura des réactions très différentes d'une personne à l'autre. Et ensuite, une fois qu'il y a eu cette réaction, que l'événement stressant a disparu, on va entrer dans ce qu'on appelle une phase de récupération, qui elle aussi va varier d'une personne à l'autre, qui va être plus ou moins longue selon les individus. Et les individus qui vont récupérer très vite, et on dit qu'en fait, ils vont retrouver un niveau moyen de stress. C'est le niveau moyen de stress. Et donc les personnes vont redescendre, donc on peut imaginer une courbe comme ça, descendante, où la personne redescend. Donc ses fonctions physiologiques et mentales retrouvent justement une certaine tranquillité, un certain calme. Alors à une époque où on vivait, à l'époque où on vivait au rythme du sabot du cheval, Ouais.
donc on vivait tranquillement. On avait déjà des stress, on vivait toutes sortes de stress. Mais avant qu'un nouveau stress ne se produise, on avait plus de temps pour récupérer. Le temps de récupération était beaucoup plus long, donc on avait le temps de récupérer beaucoup plus rapidement. On avait plus de temps pour récupérer d'un stress. Ouais. Aujourd'hui, c'est très difficile, c'est à peine a-t-on récupéré du stress, c'est-à-dire de retrouver cette phase de repos, on est à nouveau sollicité. Et ce qui fait que le niveau moyen de stress aujourd'hui de nos populations est extrêmement élevé. Parce qu'on ne va pas au bout de sa fatigue, on ne va pas au bout de son stress pour arriver à complètement récupérer et repartir correctement. C'est un peu comme si on repartait avec des batteries à moitié vides. Et donc on repart avec ça, et c'est ça qui, à un moment ou un autre, finit par entraîner le phénomène de burn-out. Parce qu'on accumule, on accumule, on accumule, et après justement, il n'y a plus rien dans les batteries. C'est-à-dire qu'on vit sur des réserves, on récupère juste un peu pour avoir à nouveau des réserves, et on repart, et on n'arrête pas, et il y a un moment, il n'y a plus rien dans l'accu, ça c'est le burn-out, il n'y a plus rien. D'ailleurs, dans la dépression, le phénomène de dépression, on sait que, en fait, notre organisme met tout en veille. C'est pour ça qu'on a l'impression de ne plus arriver à rien faire, Ouais. parce qu'il est tout en veille, c'est un peu, imaginons une machine, il n'y a plus assez d'énergie, elle va garder juste une veilleuse, juste suffisamment pour qu'on ait assez d'éclairage, mais tout le reste est en veille, et ça ne repartira que lorsque, justement, tous les accus seront complètement rechargés. Donc, quelque part, la dépression, c'est un mécanisme de survie. On dit stop, on peut plus là, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on prend des antidépresseurs? Ouais. On vit avec l'illusion qu'on a à nouveau de la batterie, ce qu'il faut. Et donc, c'est catastrophique. D'accord. Donc, ça peut être extrêmement dangereux. Donc, il faut faire vraiment très très attention avec ça. La personne qui vit un burn-out, on pourrait presque faire une émission sur le burn-out, mais c'est lié de toute façon. Ouais. On ne peut pas ne pas parler de stress, de burn-out et de dépression, parce qu'aujourd'hui, de très très nombreux médecins, même des médecins avant-gardistes, sont d'accord pour dire que le stress est à l'origine de 80 à 90% des maladies. Oui, oui. Parce qu'il y a une sursollicitation, il faut savoir tout ce qui se passe dans un stress. Quand on est stressé, d'abord, il y a un phénomène de contraction musculaire qui empêche le sang de circuler normalement. On est en acidose. Il y a plein de facteurs qui sont... Acidose, hein, c'est L'acidose, notre terrain biologique devient acide. ça. Hein. Et donc, quand il est acide, on est la proie de toutes les maladies. Donc cancer, etc. Et tout. Le terrain du cancer, c'est l'acidité. Ça a été prouvé, puisqu'il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Sur un terrain basique, correctement avec un bon pH, les maladies ne se développent pas. Donc c'est pour ça que d'ailleurs, on pourrait aussi faire une émission sur la santé. Moi, je ne suis pas médecin, donc je suis peut-être mal placé pour en parler. Mais en tout cas, c'est un fait avéré que il faut faire en sorte que le terrain ne soit plus favorable à la maladie, justement pour que la maladie n'apparaisse plus. Donc c'est à mon avis la première chose qu'il faudrait que les gens fassent quand ils tombent malades, c'est de chercher à recréer un terrain qui soit favorable. Ça c'est la petite parenthèse, mais c'est lié aussi donc au stress, puisque le stress nous met en acidose, le stress aussi bien positif que négatif. D'accord, ok. C'est la même chose, puisqu'on est dans une excitation, il y a une tension musculaire, il y a une production d'acide lactique, etc. Donc, et qui est en plus très mal évacuée, parce que justement, on est dans un état de tension très importante. Donc, pour revenir à ce schéma, en fait, donc les niveaux moyens de stress deviennent extrêmement élevés, les gens n'ont plus le temps. Alors, les gens, quand ils disent « moi, je vis une passion, je suis passionné », mais là aussi, on voit, et d'ailleurs, on a vu plein d'exemples d'artistes très connus qui étaient justement dans la passion, donc dans un stress positif, et qui du jour au lendemain ont fait un burn-out. Parce qu'ils n'en pouvaient plus, la machine dit stop, je suis épuisé. Je fais quelque chose que j'aime, mais en même temps, ça m'épuise. Donc il faut savoir, ça c'est très important. Donc on peut agir. Alors maintenant sur le stress, les modes d'action. Peut-être que je vais un peu vite, mais c'est quand même très important. C'est qu'on voit deux choses. C'est la réaction qu'on a par rapport à un stress. On en avait déjà parlé dans d'autres émissions, c'est que je suis on peut mettre 10 personnes face aux mêmes circonstances, pas une seule personne ne réagira de la même façon. Donc l'intensité ne sera pas la même. Il ne faut pas oublier aussi, il y a ce qu'on appelle un terrain. Et chaque personne a un terrain qui lui est propre. Il y a des terrains qui sont plus sensibles, on va dire, entre guillemets, j'aime pas ce terme parce que c'est péjoratif, plus fragiles. Donc une personne qui aura des réactions importantes, émotives, sur un terrain fragile, va mettre beaucoup de temps à se récupérer.
Donc c'est là aussi, c'est important d'apprendre à repérer son terrain pour se respecter. Les personnes qui auront peut-être plus besoin que d'autres de s'isoler, de retrouver un environnement calme pour se récupérer, etc. Il y en a d'autres qui vont se recharger en rencontrant des amis, etc. Donc il faut essayer de trouver le truc qui permet de récupérer. Donc on a déjà le facteur de réaction. Il y a ensuite le facteur de récupération. Donc on peut jouer sur ces deux facteurs. Donc on peut agir sur ce qu'on appelle les effets du stress. Donc par exemple, on va faire, je sais pas, je prends un exemple. Là, on va agir de manière extérieure. Je vais aller faire un bon massage. Quelqu'un va me faire un bon massage, des huiles relaxantes, etc. Ça va bien me détendre, ça va complètement me déstresser. Et c'est vrai que ça va me faire du bien. J'aurai récupéré. Donc là, on peut réduire les effets du stress. Là, on agit sur les effets du stress. Pas sur les causes du stress, mais sur les effets du stress. Je vais prendre une tisane calmante, bien que des fois c'est pas suffisant. On peut recourir à la médicamentation, mais là, on ne règle pas le problème non plus du stress, c'est qu'on agit sur les effets du stress. Là, avec l'inconvénient de la dépendance avec la médicamentation, etc. Il y en a qui ont, et malheureusement ça c'est dangereux, c'est le recours à l'alcool. Je suis stressé, je prends un verre d'alcool, ça me détend. Mais après, on sait ce que ça peut donner, c'est que plus on est stressé, plus on va boire d'alcool, et là, on devient alcoolique. Ça aussi, il y a pas mal de croyances aussi qui amènent à faire des abus, hein. Ah oui, mais complètement. Oui, puis le stress a tendance à nous pousser justement à pas répondre de façon adéquate justement aux besoins. Donc on va essayer, nous ce qu'on a tendance à faire, c'est que comme on veut tenir le coup, eh bien on va prendre ce qu'on appelle des remèdes d'urgence. Mm. Donc effectivement, on va boire un verre d'alcool, ou pire encore, et il y en a, enfin pire, c'est pas forcément pire, mais on va mettre de l'huile sur le feu, c'est-à-dire qu'on va prendre des excitants, on va prendre du Ok. café, voilà. Oui. Moi j'ai vu régulièrement, d'ailleurs quelqu'un se reconnaîtra en voyant l'émission, de quelqu'un D'ailleurs, salut. avec qui je travaille, qui boit ses 10 cafés par jour, et je vois ça, c'est quand on est en burn-out. D'ailleurs, on va chercher l'énergie qu'on n'a plus. Donc on va essayer de la chercher. Donc là, on est en train de vider, on va Encore vraiment plus, hein. au fond de la cuve pour essayer de récupérer le peu d'énergie qu'il y a encore. Donc, mais voilà, et ça c'est pas bon parce que en fait on accélère le truc. Il faut faire des pauses. Alors ensuite, il y a les remèdes, toujours sur les effets Mm. du stress. On va dire des remèdes qui sont beaucoup plus sympathiques. Donc on a parlé du massage, c'est vrai que ça fait du bien. L'inconvénient, on le verra, c'est que dès que les conditions se réunissent à nouveau, on est face à un stress, patacrac. D'abord, on va perdre très vite les bénéfices du massage. Massage, ouais. Il y en a souvent qui l'ont dit, ils ont fait un bon massage, ils rentrent à la maison, ils s'engueulent avec leur femme, et c'est fini. Les, les effets du Tu vois, massage, ouais. voilà, sont partis loin. C'est pour ça que c'est recommandé. Il y a des pratiques, le yoga, on va dire certaines techniques de relaxation, le tai chi, etc. Ça, c'est très très positif et c'est très bien d'en faire régulièrement. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle relaxation. Si on utilise ce qu'on appelle des relaxations guidées, ça a les mêmes effets que le massage, ça fait beaucoup de bien. Et dès qu'on est soumis à nouveau à un stress, on se retrouve dans la même situation. Donc on va perdre très vite les bénéfices. Mais par contre, moi je suis vraiment très très favorable plutôt à ce genre de remède parce que c'est quand même plus positif. D'accord. Euh, Imaginons, paf, je me fais une petite méditation guidée. Hop, le stress est parti. Voilà. Je repars, je m'engueule avec mon épouse. Hop, le Et stress revient. je peux retourner en méditation. Voilà. Pause ma chérie, je repars en méditation. Est-ce que ça marche ou est-ce qu'en fait, au bout d'un certain temps, la méditation guidée, ça n'a plus aucun effet? Oui, parce que là, on reste dans la méditation guidée, c'est-à-dire c'est pas une méditation qu'on apprend à gérer soi-même. Non, tout à fait. On est, voilà, on est dépendant de conditions extérieures, comme justement on est dépendant du massage, on est dépendant, etc. Donc tout ça, ça fait du bien. On en a parlé à un moment dans une Ouais. émission. Il y a toutes ces méthodes qui consistent à se mettre des lunettes sur les yeux ou écouter des sons isochrones. Ouais. C'est très très bien, c'est positif, mais Ça vient pas de toi, tu restes en étonnant. ça résout pas le problème. Ouais. Donc on en revient justement au premier point, la réaction par rapport au stress. Et c'est là où il faut agir justement. C'est que en fait, on est vulnérable à la situation extérieure. C'est-à-dire qu'une situation extérieure va réveiller des émotions. Et par exemple, plus l'émotion va être violente, importante, plus il faudra de temps pour récupérer. Donc c'est pas l'événement extérieur, on parle du stresseur. C'est pas l'événement extérieur qui est réellement stressant, c'est ce qui provoque cette réaction de stress, c'est la réaction par rapport à ce stress. Donc par exemple, une personne qui n'a pas confiance en elle, qui manque de confiance en elle,
et qui se retrouve, je ne sais pas, par exemple, euh, face à une personne qui peut l'intimider, par exemple, elle va avoir des réactions émotionnelles vraiment très importantes. Donc pour elle, ça va être un stress épouvantable, alors qu'une autre personne dans les mêmes conditions, elle va gérer ça très bien. Ça ne va pas la fatiguer. Mm. Tandis que l'autre, bah, elle va vite, beaucoup plus vite vider ses batteries. Donc c'est là où il y aura un travail à faire sur soi, justement, pour développer la confiance en soi, ça on a eu l'occasion d'en Ouais. parler, pour Dans la développer la première mission. confiance en soi, et faire en sorte justement qu'on ait des réactions de moins en moins violentes. Alors là, on va recourir justement à des techniques, justement pas des techniques guidées, que sont, il y a les pratiques pour faire en sorte de réduire l'intensité de la réaction. Là, on va recourir à des techniques comme justement la visualisation, l'imagerie mentale, la suggestion et la méditation. Mais là, c'est pas une méditation guidée, c'est une méditation qui va nous apprendre à accepter justement nos réactions. Par exemple, dans le cycle 2, moi, de la méthode que j'enseigne, j'apprends aux gens justement à accepter leurs réactions aussi bien positives que négatives. Donc là, on verra justement que c'est important d'avoir une conscience renforcée sur tous les aspects positifs, sur nos qualités, etc. Et d'apprendre à accepter justement ce que l'on considère comme étant négatif. Mm. On verra qu'il y a d'autres grands facteurs psychologiques qui sont à l'origine de stress importants, comme la culpabilité par exemple. Une personne qui se sent très coupable après avoir fait quelque chose, elle va vivre un stress très important. Donc là aussi, il y a toute une démarche qui consistera à se libérer de la culpabilité pour tirer au contraire bénéfice de l'événement qu'elle a vécu, au lieu justement d'en faire une occasion de s'écraser et de s'enfoncer un peu plus dans quelque chose de négatif. Donc on voit que le stress, c'est vraiment une affaire de personne. Ouais. C'est pas une affaire d'événements extérieurs, parce qu'on dit il y a des événements, des circonstances qui sont stressantes. C'est vrai qu'on peut dire il y a des événements comme par exemple un deuil, un échec, une séparation, etc. Ce sont des événements qui génèrent beaucoup plus de stress chez la majorité des gens. Donc il y a une réaction, on va dire, générale. Mais on peut tout de même agir, puisque, encore une fois, il y a des gens qui vont se remettre très vite d'un deuil, qui vont très vite se remettre d'un échec, alors que d'autres, ils vont mettre des semaines, des mois, voire des années à se remettre d'un événement. C'est ce qu'on avait dit dans les émissions précédentes, hein. En fait, c'est comment est-ce que toi, tu vas gérer l'événement. Peu importe en fait l'événement qui est autour de toi, c'est comment toi, tu vas le gérer. Tout à fait. Et donc ça rejoint complètement cette réaction du stress. Il faut que les gens arrêtent de penser que le stress, c'est un problème extérieur. C'est vraiment lié à notre vécu personnel. Chaque situation va réveiller son lot de réactions et cette réaction est complètement liée à notre histoire personnelle. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment en même temps l'occasion, grâce justement à certaines pratiques de méditation, l'occasion de voir ce que ça réveille en nous Mm. et d'apprendre justement à le transformer, à le modifier justement par des pratiques appropriées. Donc on peut encore une fois agir à deux niveaux au niveau du stress. Mm. Quand on dit qu'on peut agir à deux niveaux, ça c'est vraiment de soi. Il y a aussi le fait que, tu disais, il y a ce qui génère le stress qui est extérieur. Une des pistes aussi, c'est de s'éloigner de ce stress-là. Oui. Alors oui, il faut pouvoir éviter. Alors, le problème, c'est que quand on est dans l'évitement, c'est vrai que c'est l'idéal, c'est d'avoir des conditions où on peut échapper au stress. Alors, mais je vois, le problème, c'est qu'il y a des personnes, ils ont du stress à leur travail, et quand ils rentrent à la maison, ils ont encore du stress à la maison. Mm. Alors que la maison, ça devrait être un lieu où on peut se poser. Normalement, c'est ça, la Ouais. maison. C'est le lieu où on peut se retirer, on peut prendre du temps pour soi, etc. Mais là aussi, si on a une mauvaise gestion des relations, eh bien, on va être à nouveau dans le stress. En fait, on s'entretient constamment dans le stress. Donc, il faut arriver à se ménager, à se trouver un endroit pour pouvoir se retirer. Et des fois, quand on a eu, effectivement, on a été soumis à un événement particulièrement stressant, particulièrement important, c'est bien de prendre de la distance par rapport à cet événement, de se mettre en vacances, en quelque sorte, de Mm. l'événement. Par exemple, justement, on est dans une période un peu difficile dans sa relation de couple, ça génère beaucoup de stress, et de temps en temps, c'est bien de se mettre en vacances de son couple. Ça, c'est très simple, de pouvoir se dire, bon, chacun part de son côté et pas va voir ailleurs, hein, c'est pas du Oui, tout c'est ça. ça, c'est pas la même chose. Oui. C'est pas dans cette idée, mais de se prendre des vacances, de partir avec des amis, par exemple, pour avoir le plaisir de se retrouver, parce que bon, si on ne respecte pas les règles de fidélité, ça va créer d'autres Oui, stress. ça va générer d'autres problèmes. Donc, Mais oui, oui, mais là, c'est le remède risque d'être pire que le mal. ouais, c'est ça. C'est ça. Ça rejoint un petit peu l'émission qu'on avait parlé sur justement la relation et puis l'amour et la culpabilité.
Ouais, donc le fait, cette notion d'évitement, c'est une des solutions, mais c'est pas la meilleure des solutions, hein. Non, mais de temps en temps, on peut avoir. Moi, il y a des personnes à qui je recommande partez en vacances, coupez-vous. On va agir des fois trop, c'est trop. Donc, il faut savoir se dire bon, stop. Je me prends une semaine de congé, je pars, j'ai besoin de me mettre au vert. Mais je leur dis, c'est juste une pause. C'est-à-dire que dès que vous allez vous retrouver dans les mêmes conditions de stress, vous allez vivre la même chose. Ouais. Il y a un moment, il faut vraiment se dire bon, qu'est-ce que je fais? Alors, peut-être qu'on arrive à un point où il faut peut-être changer de travail aussi, parce que si Ouais. on n'est pas bien dans son travail, si on n'est pas heureux, ça peut être une source de stress aussi très très importante, parce qu'on n'est pas à la bonne place. Donc là, il y a des choix à faire aussi qui sont très importants. Il faut faire la part des choses, de se dire est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis dans le bon emploi, est-ce que c'est vraiment la situation que j'ai envie d'avoir, etc. Ça, il y a un moment, il y a des questions qu'il faut concrètes, extérieures, qu'il faut se poser, parce qu'on aura beau pratiquer la méditation ou toutes sortes de techniques, si on refuse de voir que le travail qu'on est en train de faire ne nous plaît pas du tout, Mm. qu'on s'épuise à faire quelque chose qu'on n'aime pas, là on est complètement en contradiction avec ses aspirations. Donc il y a une espèce de lutte permanente et que de toute façon que ne résoudra aucune méthode. Mm. Il y a un moment, il faudra être capable de se dire bon, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de travail ou alors il y a peut-être, je sais pas, peut-être ouvrir la discussion avec les gens avec qui on travaille parce que ça peut être un problème de relation sur le travail, ça peut être des tas de facteurs. Donc il y a quand même, ça n'empêche pas de trouver des solutions concrètes aussi et c'est ce qui est bien d'ailleurs, c'est que dans la pratique, quand on va pratiquer, quand on va établir un meilleur rapport avec soi, ça va nous inviter justement à nous respecter davantage nous-mêmes et donc de ne plus accepter certaines situations et donc de faire en sorte qu'il y ait des changements extérieurs aussi. Mais le changement extérieur ne viendra que d'un changement intérieur. C'est ça. C'est parce que justement je me respecte, j'ai un peu plus confiance en moi que j'ai décidé de m'accorder un meilleur environnement. Et souvent les gens stressés, souvent parce qu'ils sont stressés par la culpabilité, par toutes sortes de choses, font que ils s'accordent pas, ils savent pas par exemple, ils savent pas se donner du temps. Ça c'est important. Je crois que moi j'ai fait dans ma vie personnelle, j'ai fait une règle d'or, c'est d'avoir toujours du temps pour moi. Mm. Ça jamais, ça c'est ma priorité parce que je me rends compte que si j'ai plus de temps pour moi, je deviens inefficace pour le reste et je ne suis plus très approprié. Donc il faut que je puisse me poser. Il faut que je puisse m'arrêter pour regarder les choses avec un peu de distance et de me dire, bon, ben voilà. Et puis il y a aussi dans le stress, un truc qu'on n'a pas dit, il y a un phénomène cumulatif. Ouais. C'est-à-dire qu'on a fait des choses et par exemple, on n'est pas très satisfait de ce qu'on a fait. Mais on a tellement de choses à faire, on continue, il y a un phénomène cumulatif. Et il y a un moment, on finit par se détester, de faire des erreurs, de ne pas faire ce qu'on est, d'arriver à faire exactement ce qu'on veut, etc. On entre dans Dans une une spirale, ouais. voilà. Et ça engendre à son tour du stress. Parce que le stress, en fait, il se nourrit presque de lui-même, en fait. Mm. C'est parce qu'on fait des erreurs. C'est parce qu'à cause du stress, on fait des erreurs. Et parce qu'on fait des erreurs, on stresse, etc. Et il y a un moment, ça devient vraiment... il faut vraiment pouvoir couper de ça. C'est ça. Alors, on a vu tout à l'heure là le stress positif, le stress négatif. Donc, stress négatif, on le subit, hein, c'est quelque chose qui, voilà, une séparation, un divorce ou une agression, peu importe. Ça, donc, tu le subis. Après, c'est comment est-ce que tu vas réagir. Et puis, le stress positif, c'est tu vis de ta passion. Et puis, limite, tu te comptes plus. Voilà, tu fonces, go, go, go. Et tout va bien. Ce que tu disais à l'instant, là, c'est qu'on cumule. Ça peut être aussi dans le stress positif, hein, c'est qu'on fait des choses, on avance, on n'est pas complètement satisfait, mais on avance quand même, parce que de toute façon, il faut qu'on avance. Création d'une entreprise, par exemple. Et là, au bout d'un certain temps, badaboum. Ah oui. Mais parce qu'on a oublié un facteur très important, c'est justement le facteur humain, Mm. c'est-à-dire soi. Parce que d'une part, on a des limites biologiques. Alors aujourd'hui, en plus, on est dans une ère où on parlait justement de la pensée positive et tout ça, où les gens se conditionnent à être positifs, Ouais. etc. Mais on n'est plus à l'écoute de soi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on atteint les limites. Ça ne veut pas dire on pourrait faire certainement plus. Mais pour le moment, c'est quand on arrive à cette limite, ça engendre du stress. Donc on s'impose de faire quelque chose qu'on n'est pas encore en mesure de faire. Je ne sais pas si je suis clair dans mon explication, mais c'est vraiment important. Donc il faut, je le répète, il faut savoir se respecter. Il faut savoir se
respecter. Quand on est la contrainte, il faut arrêter. Alors les gens se disent, oui, mais je dois être capable de dépasser mes limites. Non, non, mais justement, on a atteint les limites. Donc là, on va après entrer dans des phases d'épuisement. Donc il faut faire attention. Se dépasser, on peut le faire. D'ailleurs, les sportifs de haut niveau, c'est ce qu'ils font. Mais après, ils vont s'accorder de longues pauses après une compétition. Et ils vont se reposer parce que c'est vraiment important. Il faut que le corps se récupère complètement, etc. Et là, on est dans quelque chose de physique. Et au niveau mental, c'est plus complexe. C'est plus la fatigue nerveuse, j'ai envie de dire, est plus difficile à résorber qu'une fatigue physique. Ouais. Il faut vraiment pouvoir s'arrêter, prendre du temps pour soi. Et si, dans l'idéal, c'est de se prendre du temps pour soi tous les jours, de se faire une pause. Ça, c'est la méditation, par exemple. Mm. Se dire, la méditation, c'est un moment que je passe avec moi. C'est un moment où je m'accorde cette pause, on laisse tout se déposer. Voilà, j'y vois un petit peu plus clair, j'ai mon esprit qui devient clair, j'ai mon esprit qui se calme à nouveau, mon esprit remet de l'ordre très naturellement parce que cet ordre se crée tout seul en fait. Ouais. Hein. C'est dès qu'on se calme, dès qu'on se détend, notre esprit remet de l'ordre dans ses idées, et j'y vois un peu plus clair et je vois comment il convient d'agir. Si on maintient cette agitation, on est toujours justement dans l'agitation, on n'y voit toujours pas clair. Donc on est dans une répétition d'erreurs. Mm. Donc là, il faut vraiment, on se pose, on se pose, on se pose. Même dans le stress positif, il faut toujours s'accorder des pauses. Même si on est satisfait de soi, il faut arriver à se dire, je suis très content, aujourd'hui j'ai fait les choses, mais voilà, trop d'en faut, c'est bien. Justement, c'est de rester sur un sentiment de satisfaction. Là, je suis satisfait, je suis content de moi, j'ai bien travaillé, j'ai passé une bonne journée, maintenant, il est temps de me reposer. Voilà, je vais passer du temps avec mes enfants, avec ma femme, etc. C'est ça, hein. Et puis prendre du temps de qualité, hein. Pas se dire se reposer pour se reposer. Là, dans le cadre de ma création de la radio, là, ça fait déjà 2 mois que ça tourne plutôt bien, mais en effet, c'est toujours quelque part la course, et puis il faut toujours en faire plus, avancer, avancer, avancer. Et je m'aperçois qu'au bout d'un certain temps, comme tu le disais très justement, il y a une limitation physique, hein, qui fait que tu peux pas aller tellement plus loin. Parce que tu perds en cohérence, tu perds en concentration, tu perds en plein de choses comme ça. Pour des personnes qui justement lancent une entreprise, hein, qui sont passionnées, qui bougent comme ça, quel serait en fait, hein, comment est-ce qu'elles peuvent manager du temps pour elles, hein, et puis surtout en fait faire le pas, parce que on est entraîné par dire non, toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais il y a un moment, c'est de dire ok, il faut que je fasse une pause. Comment pour des personnes qui sont toujours dans ce mode toujours plus, elles peuvent prendre cette pause et puis quelque part se donner le droit de prendre cette pause. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que, d'abord, l'idéal, c'est d'anticiper. Par exemple, une personne qui se lance dans l'entreprise, il faut qu'elle se prépare au stress. C'est-à-dire que la meilleure façon de gérer un stress, c'est de l'anticiper. C'est que si on sait qu'il va se passer telle ou telle chose, on sera beaucoup plus en mesure de gérer le stress. Moi, je prends un exemple, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des étudiants, on faisait des préparations aux examens. Donc moi, je leur disais, et ça, je crois qu'on en avait parlé dans une émission, je leur disais, vous notez sur une feuille tout ce qui risque pour vous d'être difficile à vivre si ça arrivait. Donc toutes les situations qui peuvent générer du stress, de l'angoisse, etc. Vous allez les noter sur un morceau de papier. Donc de manière à anticiper l'événement et de voir quelle réponse on peut donner si ça arrive. D'essayer d'imaginer justement le pire. Pas pour s'en inquiéter, mais pour donner réponse au cas où ça arriverait. Parce que souvent les gens se disent oui mais ça n'arrivera pas, il n'y a pas de problème, moi je suis positif, etc. Puis ils sont cueillis. Mais c'est pas ça être positif en fait. Et positif c'est pas nier la réalité des faits parce que ça peut arriver. La preuve c'est que si on soupçonne que ça puisse arriver, ça veut dire qu'on porte une mémoire en nous qui pourrait activer cet événement. Donc il faut quand même l'anticiper pour pouvoir donner réponse. Moi qui parlais en public, j'avais donné mon exemple, ce que je faisais c'est que j'anticipais en me disant bon, qu'est-ce qui risque de m'arriver de pire face justement à un public. La personne qui me pose la question chiante, le gars qui essaie d'être vraiment agressif, qui veut me déstabiliser, etc. Quelle attitude je vais avoir face à ce genre de comportement? Ça, c'est très important pour réduire au maximum le stress à venir. Ça, c'est vraiment les facteurs qu'il faut faire. L'autre chose, c'est justement de s'imposer des règles de vie. Il faut vraiment se poser un cadre, se dire, voilà, il y aura un temps de travail, mais il y aura vraiment un temps de pause. Je ne déroge pas à ce temps de pause. Et là, il faut vraiment se libérer de la culpabilité parce qu'il faut bien se dire, ça ne marchera pas mieux si je ne m'accorde pas du temps pour moi, c'est même pire. C'est qu'à un moment, justement, on est tellement débordé, on fait les mauvais choix. Et c'est comme ça que, malheureusement, beaucoup d'entreprises, justement, ont fermé leurs portes parce que, faute de s'être écoutées, de s'être respectées,
eh bien, la personne n'était plus en capacité à gérer son entreprise, eh bien, elle a dû tout arrêter. Donc là, c'est carrément l'arrêt total. Parce que voilà, elle a fait un burn-out, elle a fait une dépression. Moi, j'ai malheureusement reçu beaucoup de chefs d'entreprise, mais qui étaient en dépression, qui étaient sous des doses massives d'antidépresseurs, tout ça parce que justement, ils ont voulu tout contrôler. Donc là, il y a aussi une démarche psychologique à faire, parce que malheureusement, il y a des gens qui ils ont tellement besoin de réussir, mais ils ont en même temps derrière leur besoin de réussite, il y a un besoin de tout contrôler, il y a beaucoup de peurs qui font que, ben voilà, après, ils doivent tout gérer, quoi. Ça devient catastrophique. Donc ça n'a plus aucun sens. Donc ça c'est important aussi, c'est que si on veut réussir aussi, on en a parlé, mais ça doit avoir un sens. Ça doit vraiment avoir un sens pour soi. Et ça, c'est un facteur qui fait que ça limite le stress. Et je pense que quand on lance une entreprise, il faut se préparer psychologiquement et de veiller à ce que ça reste, un plaisir dans lequel on s'implique, parce qu'il faut faire les choses sérieusement si on veut que ça marche. Mais il faut qu'on reste dans la notion de plaisir. Et là, on verra, il y a des grands thèmes qu'il faut aborder, comme moi j'ai remarqué à quel point le travail est souvent associé à contrainte. Et les gens, il faut se débarrasser de ce qu'on appelle les associations douloureuses. Et les associations douloureuses, c'est travail égale contrainte. Donc dès que je vais me mettre à travailler, je vais être dans la contrainte. C'est pour ça que je disais souvent, et ça c'est une erreur, les gens pensent qu'ils sont plus efficaces que s'ils sont dans le stress. Ils ont l'impression que plus ils sont stressés, et je me souviens d'ailleurs d'une personne, c'était assez amusant, c'était une amie à moi qui travaillait dans les îles. Je crois que c'était à l'île de la Réunion, il me semble qu'elle travaillait, en tant qu'infirmière. Et puis elle est venue travailler en France. Et puis c'est quelqu'un qui, toute sa vie, prenait son temps. Mais il était très efficace. Mais elle est allée, justement, elle a travaillé en France, et elle était très mal vue, parce que justement, elle n'était pas stressée. Ok. Oui, il y a aussi une question d'image. Ça, c'est extraordinaire. Elle disait, mais je comprends pas, ces gens, ils sont très stressés, et ils font n'importe quoi, ils sont pas efficaces, et ils m'en veulent, parce que moi, je suis tranquille, et je suis efficace. Donc, il y a cette espèce de non-sens. Et moi, je suis intervenu dans des entreprises, et notamment dans des hôpitaux, mais je leur ai dit, mais comment vous arrivez à travailler dans un environnement pareil? Moi, j'y arriverais pas, j'en serais incapable. Il y avait une tension, mais qui était palpable quand on entrait dans la pièce, cette tension, et je leur ai fait faire justement un court exercice de 15-20 minutes de relaxation. Tout le monde était détendu, mais toute l'atmosphère de la pièce s'en ressentait. Va changer. Et je leur disais, mais vous vous rendez compte, cette détente, vous l'apportez en plus à vos patients, vous l'apportez entre vous. Je leur dis, il faut que vous compreniez un truc, et ça c'est important, ça fait partie de la gestion du stress justement. Je leur dis, vous êtes une équipe. Vous devez prendre conscience que vous vous influencez en permanence. Donc quand vous cherchez un responsable, vous êtes en train de créer une guerre qui fout un climat vraiment complètement pourri. Donc il faut que vous compreniez que l'ambiance, c'est vous ensemble qui la créez. Donc il faut que vous trouviez justement de créer un environnement, des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus heureuses, parce que personne ne sera gagnant à long terme. Si vous êtes dans ce rapport de force à dire « ouais, mais c'est de la faute à l'autre », etc., là, on est dans une immaturité complète. Donc, on ne s'en sort pas. Et j'ai montré aux gens, à la suite, on avait fait plusieurs séances comme ça, toutes les semaines, et les gens étaient beaucoup plus détendus, l'ambiance avait complètement changé dans l'équipe, les gens me disaient « mais c'est génial, c'est vrai que c'est complètement transformé ». Ben voilà, je leur ai dit « mais maintenez ça surtout ». Maintenez-le, parce qu'il y a un moment, vous allez oublier, et vous allez revenir à vos vieilles habitudes, parce qu'elles sont encore présentes, elles sont encore ancrées, il y a un ancrage. Donc il faut se débarrasser de cet ancrage, et ça peut prendre du temps. Et donc j'aurais dit, c'est là où c'est important d'avoir une pratique régulière. Et même faites des pratiques de groupe, faites des pratiques régulières entre vous. Et déjà ça détendait, mais c'était extraordinaire. Et elles le reconnaissaient, c'était qu'une fois qu'elles étaient détendues, elles voyaient les erreurs qu'elles faisaient. Ils disaient, ouais, effectivement, je faisais beaucoup d'erreurs. Parce que j'étais tendu. Quand on est tendu, stressé, on ne voit pas les erreurs qu'on est en train de faire. T'as des œillères qui se mettent, quoi. Ben oui, parce que c'est un mécanisme de survie, en fait. On est dans la survie. Donc on ferme tout, et puis, mais le problème, c'est qu'on fait n'importe quoi. Donc c'est vraiment de ne pas négliger ce temps pour soi, de se poser, de se détendre, de se dire, c'est jamais, jamais, jamais du temps perdu. Parce que justement, ça nous aide à avoir de la distance. Cette distance salutaire par rapport à des circonstances. Comme je dis, c'est comme si vous êtes en train de dessiner un tableau, mais vous êtes tellement près que vous n'avez pas de perspective générale du tableau. Donc vous vous détachez, vous dites, ah ouais, là,
c'est pas génial ce que je suis en train de faire, je suis en train de me barrer. Et là, vous revenez sur le tableau et vous êtes tout prêt. Ben là, c'est pareil, il faut prendre de la distance par rapport à son travail, et se dire, ah ouais, bon, maintenant j'y retourne et je vais faire autrement. Et ça, c'est important d'avoir cette position. On appelle ça, en médecine chinoise, on appelle ça la position de l'aigle et de la tortue. Ok. La tortue, elle est au sol, elle voit les détails, donc elle voit de manière très précise, mais l'aigle, elle a une vue d'ensemble, que n'a pas la tortue, justement. Donc c'est bien de faire ce travail, de voir le détail et tout, mais pas que dans le détail, il faut avoir aussi une vue d'ensemble. Et quand on a une vue d'ensemble, ben on peut, et une vue de détail, on peut agir. Donc simultanément, on passe de l'un à l'autre. Mm. Donc je m'implique dans mon travail, mais je m'en détache aussi pour avoir justement une attitude justement appropriée. Mm. C'est cette phase de détachement justement et puis de mise en place d'une discipline qui est parfois dure quand tu crées une entreprise où tu es toujours dans le mouvement, quoi. La discipline n'est pas si difficile que ça à acquérir. Il faut comprendre l'intérêt qu'on a à le Ouais, faire, c'est ça. l'importance de le faire. Mm. De la même manière qu'on trouve que c'est important d'agir de telle ou telle manière dans son travail, eh bien on va voir que justement, on doit inclure ça aussi, les pauses. Comme disait souvent un de mes amis psychothérapeutes quand il travaillait avec ses clients, il leur faisait faire des listes de leur journée, de ce qu'ils faisaient, et il disait, mais dans votre liste, vous devez aussi mettre ne rien faire. Ouais, Et les gens ouais. ne savent pas de rien faire. Non, c'est ça qui est dramatique. Et moi-même, je le vis et je l'ai vécu. Et puis, je suis toujours en cheminement là-dessus. Mais oui, la notion de ne rien faire dans notre société, c'est terrible. Mais j'ai envie de dire, alors si on parle de réussite, pour justement ne pas subir le stress, la réussite, c'est quelque chose qui se prépare, qui se fait, c'est-à-dire de se donner des conditions de la réussite. Justement, avoir une hygiène de vie. Mm. Ça, c'est très important. J'ai envie de dire, les sportifs de haut niveau ont cette hygiène de vie. On leur impose d'ailleurs. On leur dit, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous reposer, vous devez vous nourrir correctement, etc. Ben, on doit faire la même chose avec le travail. C'est que si je veux assumer ma tâche au travail, si je me lance dans une entreprise, etc., en sachant que ça va générer beaucoup de stress, il faut aussi que je sois en capacité de le faire. Et Mm. pour être en capacité de le faire, ben, je dois prendre justement soin de moi. Donc, je vais me nourrir correctement. Les fois où il y a beaucoup de travail, ben, rien ne m'empêche à la maison de me préparer un sandwich diététique. Ouais. Je suis pas obligé de manger n'importe quoi. Je Oui, de la peux, mayonnaise avec un bout de. sachant que j'aurai pas le temps de manger, mais au moins je vais manger quelque chose de sain. Et puis, je vais faire en sorte d'éviter justement tous les excitants. Je vais pas utiliser d'excitants, je vais pas utiliser d'alcool, autrement dit, je vais pas mettre de l'huile sur le feu. Mm. Parce que ça, c'est vraiment le piège. C'est une fois qu'on est là-dedans, on se dit, je suis stressé, il faut vite un café pour me stimuler, parce que effectivement, il y a un moment, il y a de la fatigue. Et c'est justement, si notre corps nous envoie des signes de fatigue, c'est juste pour nous dire, il faut que tu te reposes. Voilà, c'est là où justement tu te dis, ok, stop, je pose le crayon, je vais Oui, oui. m'allonger, je fais une sieste. Ou je vais méditer, ou. Et c'est ça le danger, c'est que en plus aujourd'hui, à l'ère des compléments alimentaires, les gens prennent beaucoup de vitamines, beaucoup de stimulants, beaucoup de trucs pour justement se dire il faut que je sois au top, il faut que je sois en forme. Mais il faut pas oublier, c'est que le corps, il nous donne des informations. C'est moi ce que je trouve extraordinaire dans notre société, c'est imagine tu es au volant de ta voiture, elle est en train d'envoyer des signaux pour te dire tu risques de manquer d'huile. Ouais. Si tu continues, bah, tu vas faire crever la voiture. Mm. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter dans la prochaine station, tu vas rajouter de l'huile. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on retire le témoin lumineux. C'est ça, oui. On entend parler, il faut que je continue. Voilà ce qu'on fait, nous. Donc, c'est une catastrophe. C'est extrêmement dangereux. Donc, et on est tout le temps en train de se stimuler. Ça doit pouvoir tenir. J'adore ce parallèle et plusieurs fois tu le fais avec le voyant et c'est vrai avec le voyant lumineux et c'est vrai qu'on prend plus soin de sa voiture que de nous. Mais oui, Et pourtant le véhicule principal que l'on a c'est quand même pas mal nous. oui, oui, tout à fait. Mais même à la limite, là, en faisant ça, on ne prend pas soin justement de la voiture. Ouais. Donc notre monture, c'est-à-dire notre corps, Mm. lui, c'est quelque chose d'extraordinairement intelligent. Il est sans arrêt en train de nous envoyer des informations. Mm. On est fatigué, il faut se respecter, on a besoin de se reposer. Et on devrait pouvoir, et ça je trouve ça malheureux dans le monde du travail, c'est qu'on devrait avoir des moments où on peut se poser. Mais là, justement, on est dans des mauvaises. Alors là, c'est un autre problème, c'est gestion des relations. Ouais. Moi, si j'ai un employé qui est fatigué, je vais lui dire, attends, il faut que tu te reposes, tu as besoin de te reposer. Ce qui sera plus efficace pour l'entreprise. Donc, il a besoin de se reposer. Il faut prendre soin de ses employés. Donc, il va se faire une petite relaxation de 5-10 minutes, il revient, il va être beaucoup plus Mm. efficace. Et ça, c'est plus intéressant.
Donc il faut mettre du bonheur au travail. C'est ça, et on le voit d'ailleurs, hein, il suffit de faire une sieste au travail, de fermer les yeux, rien que ça, et ça permet vraiment de se retrouver, quoi, Il y a d'être des plus études efficace. qui ont largement prouvé l'absurdité du système des 8 heures d'affilée. Hmm. On a remarqué que on a travaillé sur, je crois que ça s'est passé aux États-Unis, on a travaillé sur deux groupes. Les deux groupes, il y avait le groupe qui travaillait 8 heures d'affilée avec juste une pause à midi pour manger, et l'autre groupe qui avait droit à une pause toutes les heures, mais qui faisait ses 8 heures de travail avec 10 minutes de pause toutes les Ouais, heures. Eh bien, voilà, c'était clair, le groupe qui faisait une pause toutes les heures, eh bien, était nettement plus efficace et nettement plus heureux au travail. ouais. Donc voilà, il y a pas de secret, hein, je crois que c'est... Hmm. Et ça, si on le comprend pas, ça peut pas fonctionner. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais j'adore ça, mais je fais des pauses. Dès que je sens que la fatigue s'installe, je vais m'accorder un peu de détente. D'accord. Quand tu dis que tu vas t'accorder un peu de détente, c'est quoi? Tu vas faire une méditation, tu vas te reposer, tu vas lire, Ça dépend. Comme je suis à l'écoute de moi, je sens que, par exemple, j'ai besoin de m'aérer, donc je vais aller faire, comme j'ai la chance justement de travailler à mon domicile, donc et derrière j'ai une forêt, Ouais, je vais faire une marche, je vais faire une demi-heure, voire une heure de marche en forêt, et puis après je reviens et je travaille. d'accord. Euh, voilà, c'est important vraiment de se respecter parce que c'est comme ça qu'on. Moi, les gens sont étonnés parce que quand ils commencent à me côtoyer, ils sont assez étonnés du travail, de la quantité de travail que je suis capable de fournir. Et pourtant, ils me disent, mais c'est incroyable parce que tu prends le temps qu'il faut pour te reposer. Et il y a même des jours, bon, bah, je vais rien faire, je vais pas travailler. Parce Ouais, que c'est ça. je m'accorde une journée de repos. Mais cela dit, je travaille le dimanche, je cherche pas à me dire, bon, c'est dimanche, il faut se reposer. Pour moi, c'est pas ça. Je me repose quand j'en ai besoin. C'est ça. Tu écoutes en fait ton corps, c'est ce que tu disais, hein. Si ton corps te dit, ok, va faire une balade, va prendre de l'air, ok, tu vas prendre de l'air. S'il te dit, va faire une petite sieste, tu vas faire une petite sieste. Des choses Tout à comme fait. ça, quoi. Parce que si on s'impose un jour de repos, on s'est accordé. Bon, alors dans le monde de travail, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'on s'impose le dimanche pour se reposer, mais souvent le dimanche, on se repose pas parce qu'on fait des fêtes de famille, on Ouais, on veut fait voir des tout. tas de choses, hein. Donc du coup, C'est ben, on même se plus repose. fatigant. Voilà. Et on attend les vacances ou malheureusement, il y en a qui attendent la retraite pour se reposer. Et Ouais, ça fait long, hein. oui, oui, ça fait long. Mais je trouve ça terrible parce que je me dis, euh, le, le, le milieu du travail, ça peut être vraiment quelque chose d'heureux. Des gens heureux au travail Mm. font un meilleur travail. Donc il faut, alors ça fait partie aussi de la gestion, mais il faut voir ça avec les chefs d'entreprise, c'est de placer les personnes au bon endroit, des personnes qui sont faites pour ce Mm. qu'elles font. Et là, justement, avec Dominique Sceau et Emmanuel Coissieux, on est en train de justement de travailler là-dessus, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire en sorte que les gens soient placés au bon endroit. Il y a des gens, par exemple, qui vont être à l'aise avec la vente. Il faut les placer Mm. comme vendeurs. Il y a des gens qui sont bons pour le recrutement. Il faut les mettre dans le recrutement. Il y a des gens qui sont bons pour la communication. Il faut les mettre dans les animations d'équipe, etc. Et ça, c'est le plus important parce qu'ils sont à l'aise. Ouais. Donc, Puis du coup, il y a moins de c'est stress. ça, ça enlève du stress. Mm. Bah, ça enlève du stress, c'est énorme. Quand on fait déjà quelque chose qui est heureux, qui est plaisant, on a réduit une grande, grande part de Mm. stress. Et après, bah, il y a l'hygiène de vie, donc justement, les pauses, euh, et puis la nourriture, un peu d'exercice aussi régulièrement. Voilà, ça c'est quand même important. Mm. L'hygiène de vie, hein, c'est quelque chose qui revient souvent. Et puis la limite biologique, en effet, on s'en aperçoit pas toujours. Il arrive trop tard. Le corps a ses besoins, et malheureusement, on ne l'écoute pas. Et là, il y a un autre stress dont on n'a pas parlé, c'est ce qu'on appelle le stress passif. Ok. C'est ouais, bah, le travail sur ordinateur, par exemple. Parce qu'on est soumis, il faut savoir, c'est qu'on est soumis à des ondes, on est capté par l'écran, c'est un effet hypnotique, les gens ne s'en rendent pas compte. Mm. Enfin, ils ne s'en rendent pas compte. C'est qu'il suffit de travailler sur Internet pour se rendre compte, par exemple, qu'on n'a pas vu le temps passer. Ouais. Ça passe, en fait, on perd complètement la notion du temps. Il y a cette notion d'espace-temps qui change complètement. Et on est dans une espèce d'absorption. On est complètement absorbé. Et on ne se rend pas plus compte. Et on a eu justement des exemples, on a vu des exemples, entre autres par exemple avec les jeux sur Internet, Ouais. des enfants qui sont morts d'épuisement. Mm. Parce que là, on n'est plus du tout à l'écoute. On est complètement dans une espèce d'état d'hypnose. Et les gens qui travaillent, et moi c'est mon cas, parce que je travaille sur Internet, il faut être extrêmement vigilant parce qu'on n'est plus du tout à l'écoute. Et le corps nous le dit. Parce qu'après ça, quand on se coupe,
on met déjà un sacré bout de temps avant de se remettre dans le concret, dans la réalité. Alors moi, j'ai la chance justement de pouvoir aller en forêt derrière ou de me couper, de mettre. Mais je vois le décalage qu'il y a entre le rythme naturel qu'on trouve dans la nature justement Mm. et le rythme qu'on vit justement quand on vit ces stress passifs, on se rend plus compte du tout. Donc on le voit parce que le corps est tendu, le corps est pas bien, on a travaillé, même si on a été absorbé, on s'est rendu compte de rien, mais le corps est vraiment tendu. Il y a beaucoup de tension, et tous ceux qui travaillent sur Internet le savent, enfin sur Internet, sur ordinateur en Ouais. tout cas, le savent parce que c'est effectivement, il y a ces tensions qu'on a et qu'on a beaucoup de mal à évacuer. Donc là aussi, et ça c'est très important, il ne faut pas hésiter, au bout d'une heure par exemple, de bouger, de remuer, de faire des mouvements au moins de ça, de complètement se couper de ce qu'on est en train de faire avant de s'y remettre. Et de ça, de le faire régulièrement. Mais moi j'ai tendance là à pas souvent le faire parce que, encore une fois, il y a l'effet hypnotique Mm. de l'ordinateur. Et ça, il faut vraiment être très vigilant avec ça. C'est ça, on est complètement pris. Petite anecdote, j'avais un cybercafé en France et donc on faisait ce qu'on appelle des LAN parties, c'est-à-dire tu fais 48 heures de jeu en ligne. Ouais. Et donc, oui, oui, c'est la folie, tu manges sur place les chips, machin, etc. C'est aberrant. Et donc, il y avait des adolescents qui jouaient, et puis à un moment, je passe derrière les adolescents parce que je surveillais un petit peu tout ça, et puis je voyais du liquide par terre. Alors, je vais voir l'adolescent, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as versé ton verre? Et il me dit, non, non, non. Et en fait, l'adolescent s'était fait pipi dessus. Et Il ça, avait, on ne ouais, pas. il s'en était même pas rendu compte. Incroyable. Oui, mais c'est Donc prouve. après, Oui, voilà, c'est ça, on est complètement hypnotisé. C'est pour ça qu'après, on a mis des pauses obligatoires toutes les heures, etc. Les gens gelaient leur jeu là, mais pour justement éviter ce genre de choses là, quoi. Mais c'est ça, hein, c'est en effet, t'es complètement pris, et voilà, c'est gravissime, hein. c'est C'est gravissime. gravissime. Et t'as des enfants en effet qui meurent. Ouais, il faut vraiment faire très très attention avec ça parce que, encore une fois, on a des besoins biologiques et mentaux aussi d'ailleurs qu'il Mm, faut absolument respecter. mm. Parce qu'après, on commence à se couper de la réalité et puis ça peut occasionner des désordres vraiment très très importants. Ouais, Donc, encore une fois, vraiment, cette notion de respect est très très importante. Donc, ce stress passif est vraiment. Ça, je pense que c'est un des pires hein, parce que il est à peine visible. mm. Oui, il est complètement insidieux, ouais, parce que oui, en effet, tu pars plus de. Et l'origine de la création d'ailleurs de ce cybercafé là, c'est parce que justement je jouais avec mon fils et on n'avait pas vu passer le temps. Il me dit waouh, c'est vraiment super. Mais en effet, il y a des contraintes par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Tiens, du coup, j'ai oublié. J'adore ce mot approprié que tu utilises et qui vient du bouddhisme, me semble-t-il, hein. Ah, Ouais, parce que pour eux, la sagesse, la définition de la sagesse, c'est d'être approprié, ouais, l'attitude juste. ouais. Et j'adore ce mot. Il y a deux mots que j'adore, c'est ah mince, donc approprié et pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je reviens sur ces notions de se respecter. On en a parlé dans les émissions précédentes. Quand on parlait de la relation aux autres, mais aussi la relation à soi. Cette notion de se respecter, c'est d'accepter de ne pas pouvoir tout faire, d'accepter de remettre au lendemain ce que l'on Ouais. n'a pas fait aujourd'hui. Oui, parce que aujourd'hui, on est pris dans un truc dont on se rend même pas compte. On vit dans une espèce d'urgence, comme si tout devait arriver très vite, Ouais. dans un délai. Et en fait, on se met une pression énorme, mais qui n'a plus aucun sens. Parce qu'aujourd'hui, ça me rappelle une aventure que j'ai vécue. Une fois, j'étais relativement jeune et j'avais ma petite amie de l'époque faisait partie d'un mouvement. euh, C'était un mouvement de jeunes chrétiens, enfin un truc comme ça, et il militait contre Le Pen à l'époque. D'accord. Et elle me dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Je lui dis, écoute, oui, si tu veux. Et puis on s'est retrouvés à cette manifestation. Puis j'ai demandé aux gens, mais qu'est-ce que vous faites là, vous, les uns les autres? Ah ben je sais pas, moi je viens parce que tout le monde vient. C'est ça. Les gens ne se posaient pas. Et c'est rigolo parce qu'après je me suis rendu compte que les gens fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire que tout le monde stresse parce que les autres stressent. Ouais. On a tendance à suivre le mouvement, même s'il est absurde, ça fait rien. Mais comme tout le monde le fait, et souvent on entend de la bouche des gens, oui mais les autres ils le font aussi. C'est Ben ça. oui, mais s'ils laissent se jeter dans un précipice, vous le feriez aussi, c'est quand même extraordinaire. Donc c'est parce que la masse le fait, alors tout le monde le fait, même si c'est absurde, même si ça va à l'opposé de notre santé, de notre bien-être, de notre équilibre, tout le monde le fait. Donc tout le monde stresse, tout le monde court après, on ne sait même pas quoi d'ailleurs, parce que pour arriver où? Puisque le but de la vie c'est d'être heureux, Ouais. les gens se disent, mais si j'atteins ça, si je fais ça, si voilà,
il y a une espèce de course effrénée, et je pense qu'on arrivera à un moment, j'espère, pas trop tard d'ailleurs, c'est de s'arrêter et de se dire où est-ce qu'on va. Ouais. Parce que là, par exemple, on a détruit la planète en bonne partie, on a fait disparaître des espèces, on a eu l'occasion d'en parler, etc. Donc il y a un moment, il faut s'arrêter et de se poser la question du sens de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et où est-ce qu'on va? Pourquoi faire? Parce que là, on est en train d'obtenir Tout à exactement fait. l'inverse de ce qu'on est en train de rechercher. Donc c'est pareil. Donc quand on se lance dans une entreprise, il y a un moment, il faut se poser la question, pourquoi faire? Pourquoi faire? Parce que si c'est pour avoir juste une entreprise sur les épaules, qu'on n'arrive plus à gérer et que finalement on n'est pas plus heureux que ça, il y a un moment, c'est absurde. Ouais. On a eu l'occasion de parler d'argent, c'est de se dire, je veux être riche, mais pourquoi faire? Ouais. Parce que c'est bien la peine d'être riche. Si c'est pour être sous le stress, pas être heureux, pas profiter de la vie, ça n'a plus aucun sens. Ouais. Pourquoi faire? C'est une bonne question, ça, oui, à se poser. Ben oui, C'est, c'est- c'est, je crois que c'est vraiment important. Je pense que c'est vraiment la première question qu'il faut se poser. C'est vraiment pourquoi faire. ouais. C'est marrant parce que cette notion de pourquoi, là, ça revient beaucoup, beaucoup à la mode. Quand on fait du coaching autour de la PNL, le pourquoi, on s'en fout, on est sur le comment. Comment, justement, aller au-delà. Et cette notion de pourquoi, moi, je la redécouvre dernièrement. Oui, Parce que en effet, ça a tout son intérêt, ça a tout son sens. Pourquoi veux-tu faire cette chose-là? oui, tout à fait. Mais oui. Et souvent, alors là, on arrive à un point justement, c'est de parler des motivations. Hein. C'est qu'est-ce qui motive en faisant ça? Là, il y a une démarche à faire. C'est pour ça que, alors ça, on peut peut-être justement le faire dans une émission, on peut appeler ça comment atteindre ses objectifs, parce que je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est de se dire, j'entreprends des choses, mais qu'est-ce qui me motive vraiment? Qu'est-ce que je recherche exactement en faisant ça? Quel est le but exact, le vrai but? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les motivations, les buts secondaires. Mm. On peut être motivé, par exemple, je veux me lancer dans une entreprise parce que mon but c'est de gagner beaucoup d'argent ou d'avoir de la reconnaissance ou peu importe. Mais derrière justement ces buts secondaires, c'est-à-dire c'est quoi le but derrière le fait d'avoir beaucoup d'argent, Mm. etc. Et il faut creuser la question parce que souvent c'est pas clair. Parce qu'il y a peut-être d'autres moyens d'obtenir ce que je désire. Je suis peut-être pas obligé de passer par là, de vivre un enfer, de me créer un enfer, voilà, d'avoir du stress. Mm. Il y a peut-être d'autres choses que je peux faire pour atteindre l'objectif que je m'assigne. Donc il faut clarifier vraiment son objectif, ça c'est vraiment la première chose à faire. Mais souvent, et ça c'est vraiment la difficulté, d'ailleurs il y a cette boutade qui dit comment vous voulez obtenir ce que vous voulez si vous ne le savez pas. Ouais, ça. Ah oui, c'est pas évident. Donc là c'est pareil. Donc la question du sens est vraiment fondamentale. Pourquoi? Pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce que je veux exactement? Parce que je suis peut-être pas obligé de passer par là, où, je suis en train de peut-être m'imposer un chemin, et il y a peut-être une autre manière d'obtenir ce que je veux sans être obligé de subir du stress. Mm. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut vraiment déterminer clairement ce que l'on veut. Mm. Et ça, bon, c'est encore une autre histoire. Ouais, ça c'est Et encore une autre souvent, histoire. il faut qu'on fasse beaucoup de choses qui vont à l'encontre de nos désirs pour clarifier ce que l'on veut. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir ce que l'on veut plus pour savoir exactement ce que l'on veut. Ouais, c'est ça. C'est quoi le plus simple? Est-ce que c'est de savoir ce qu'on veut plus ou c'est de savoir ce que l'on veut? Ben, souvent, les gens qui arrivent à trouver ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ont subi tellement de choses dans leur vie qu'ils ne veulent plus, ils se disent j'en veux plus. Ouais, Donc maintenant, je vais peut-être prendre le temps de savoir ce que je veux. Parce d'accord. que justement, ils s'étaient jamais arrêtés. Mais on se dit souvent que de dégâts, on a fait beaucoup de dégâts pour enfin se dire ben, il est peut-être temps de faire autrement. Ouais. C'est un passage obligé, hein, ça, ce que je ne veux plus. Oui et non, on peut peut-être justement marquer un temps d'arrêt avant C'est de ça, se hein. trouver bien arrangé. C'est c'est ça, cette notion de temps d'arrêt, hein, c'est Oui. quelque chose qui revient souvent, hein, sous Oui, différentes parce que formes dans ce qu'on vient de discuter là. moi, si je prends mon exemple personnel, aujourd'hui, je suis toujours dans l'optique d'abord de m'arrêter, de marquer une pause pour justement savoir ce que je veux. Est-ce que ce que je suis en train de faire est approprié, justement, pour reprendre ce terme, est approprié à mon objectif? Dire, est-ce que mes paroles, mes actes, mes pensées, ça on a eu l'occasion d'en parler, sont en adéquation avec justement mes aspirations? Ça, c'est vraiment la chose que je surveille tout le temps. Et donc, j'hésite pas à faire marcher derrière en me disant, bon, stop, là, j'arrête, je vais pas par là. Il y a des fois, j'ai abandonné complètement des projets, alors qu'ils étaient bien avancés, parce que je me dis, mais ça va complètement à l'encontre
de mes aspirations. Je ne trouverai pas de bonheur en allant par là. Donc, tant pis, je renonce, j'abandonne. On m'a même fait parfois des propositions qui auraient pu vraiment me rapporter beaucoup, beaucoup d'argent, par exemple. On m'a fait vraiment. J'ai dit non. J'ai dit non parce que le prix à payer, je trouvais, était extrêmement élevé pour avoir beaucoup d'argent. Parce que ma motivation, c'est pas l'argent, ça n'a jamais été l'argent. L'argent, pour moi, c'est vraiment un moyen, c'est pas un but. Ouais, ça, ouais. C'est ce qu'on avait discuté justement sur l'aspect argent. Il reste moins de 5 minutes d'ailleurs. Juste pour faire un petit rappel pour le stress, si on avait trois clés qu'on pourrait prendre, ça serait lesquelles pour justement... La première, c'est sur la base que personne n'est égal à un stress. Donc, il faut apprendre à se respecter, apprendre à se reconnaître, à accepter ses limites. Ça, c'est la première chose. Apprendre à être à l'écoute de soi. Parce que notre corps est sans arrêt en train de nous donner des informations qu'on ignore, malheureusement souvent. Il est en train de nous dire exactement ce qu'il faut faire. Il y a une intelligence au niveau du corps. Donc il est en train de nous dire, stop, là, il faut que je me repose, j'ai besoin de m'arrêter. Et quand on commence à sentir l'agitation, de se dire, bah, justement, je suis dans l'agitation, je vais prendre le temps de retrouver mon calme. Et puis surtout, aussi, d'avoir une hygiène de vie, justement, qui nous permette de nous respecter. Donc, entre autres, s'accorder des pauses, de manger correctement, de se ménager des lieux, des endroits où je peux me retrouver justement pour me rasséréner. Ça, c'est vraiment important. Ouais, c'est trois bonnes clés. Et pour moi, cette émission arrive à point, justement, sur l'hygiène et le fait de prendre du temps pour moi. Bruno, merci beaucoup. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Merci beaucoup parce qu'en effet, le stress, ça génère, ça touche tout le monde. D'ailleurs, je connais personne qui n'a pas été stressé. À un moment ou à un autre, on est stressé. Et avec tout ce qui a été dit, ça permet quand même de faire un petit peu un point. Moi, ce que je vais retenir de cette émission, c'est notamment le fait d'avoir une hygiène de vie et puis de prendre du temps, d'accepter en fait, de remettre au lendemain ce qui est pas fait, et puis cette notion de pourquoi on le fait, pourquoi est-ce qu'on se dirige vers ça, au risque peut-être de se planter et d'accepter tout simplement de dire stop et j'arrête le projet là parce que pour ma santé, pour des tas de raisons, je préfère arrêter là, comme ce que tu as fait quand tu as eu des propositions. Voilà. Prochaine émission, parce que là on a plein de thèmes et on est à la 11e émission, donc prochaine émission ça sera la 12e émission. On a comment atteindre des objectifs. On avait aussi une notion, on n'avait pas parlé d'émotion. Oui. Donc quelle serait l'émission que tu voudrais faire pour la semaine prochaine? Je te laisse le choix. Atteindre ses objectifs, ça peut être pas mal. Atteindre ses objectifs, ça peut être bien. Hein. Ouais, ça peut être bien. Je pense que ça peut être très très bien parce que alors là, comment est-ce qu'on s'éparpille dans les objectifs? Comment est-ce que parfois on n'arrive pas à atteindre ses objectifs? Ça va être une belle émission. Bruno, merci encore beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, qui avaient raté le début de l'émission, c'est tant pis pour vous. Il fallait être là. Alors, oui, un petit coup de stress au passage. Non. Détendez-vous, il y a tout ce qu'il faut. Bouton réécoute, vidéo, prenez le temps d'écouter cette émission. Croyez-moi, ça en vaut vraiment la peine. Allez à tous, passez une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine pour comment atteindre ses objectifs. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye.